Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la méthode sur comment réussir son renouvellement de titre RNCP. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui, je le sais, fait perler beaucoup de sueur sur le visage de nos clients, puisque évidemment c'est un enjeu qui est super important, le renouvellement de vos titres RNCP, pour la réputation, mais aussi tout simplement la pédagogie que vous versez dans un établissement et qui est très normé. Donc, c'est pas parce que vous faites du bon travail que vous allez malheureusement avoir le renouvellement de votre titre RNCP. C'est beaucoup de méthodes et c'est vrai que c'est parfois un petit peu frustrant pour vous d'arriver face à des choses aussi cadrées. Mais voilà, c'est des objectifs aussi d'harmoniser la formation professionnelle en France. Donc, il faut malheureusement bien savoir comment s'y prendre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par 2 experts, à la fois Denis et Laetitia, qui ont fondé CIFEP Conseil, qui est un cabinet de conseil dédié à l'accompagnement sur toutes les problématiques de dépôt et renouvellement de titres. Je le répète, c'est une présentation qui sera filmée, donc n'hésitez pas à juste nous écouter. On vous enverra également la présentation écrite parce qu'on a plein de liens à vous proposer et à poser vos questions dans le chat puisqu'à la fin, il y a toute une partie de questions-réponses pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on puisse vraiment vous accompagner dans toute cette thématique. Pour la petite historique, je ne sais pas si du coup vous me connaissez et qui je suis, pourquoi est-ce que c'est nous qui hébergeons ce webinaire. Donc en fait, ce webinaire, il est organisé par Datalumni. Moi, je suis la fondatrice de Datalumni. Le webinaire, il a pour but en fait de mettre en valeur l'une de nos activités et c'est pour ça aussi qu'on est accompagné de Laetitia et Denise pour qui c'est le cœur de métier. Parce que nous, notre mission à nous, en vrai, c'est d'accompagner les écoles de l'enseignement supérieur à capitaliser sur leur réseau d'anciens. Donc en fait, notre vrai cœur de métier, c'est qu'on a une plateforme qui ressemble un petit peu à ça, vous voyez, qui regroupe, c'est un réseau social qu'on commercialise auprès des établissements où ils vont mettre leurs anciens, leurs étudiants, leurs enseignants, leurs recruteurs pour favoriser tout simplement l'entraide intergénérationnelle. Et en fait, sur cette plateforme, vu qu'on récupère plein de data, justement sur qui ils sont, ce qu'ils sont devenus à 6, 12, 24 mois, ce qu'ils faisaient avant, et ben on s'est dit qu'on était vraiment le pont idéal entre ces fameuses enquêtes de placement et le réseau social, de sorte que le réseau social nourrisse les enquêtes de placement et que les enquêtes de placement nourrissent le réseau social. C'est un peu comme ça qu'on est arrivé en fait sur la thématique des enquêtes d'insertion professionnelle assez naturellement à Datalumni. Donc aujourd'hui, notre activité, elle se divise en 3 parties. La plateforme SaaS, qui est notre cœur de métier, une agence de communication, puisque nous, on accompagne les clients à la com, c'est-à-dire que tous ceux qui lancent un réseau d'anciens, ils ont besoin d'être accompagnés pour faire vivre ce réseau, rédiger des newsletters, rédiger des portraits, gérer des réseaux sociaux. Donc, on peut également faire ça pour vous. Et ensuite, toute la partie expertise sur les enquêtes de placement dont on va parler aujourd'hui. On est 10 personnes basées à Annecy, donc on a super de la chance parce qu'on est à côté d'un joli lac et nos camarades de 10 jours, Laetitia et Denise aussi, parce qu'ils sont à Chambéry. Donc vous avez une team de Savoyards au Savoyard avec vous aujourd'hui. Pour l'historique de Datalumni, aujourd'hui on accompagne 80 clients de la toute petite école d'esthétique à la grande université. Donc c'est assez divers. Dans tous les cas, je vous mettrai mes liens de rendez-vous si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les enquêtes d'insertion professionnelle. Au programme du jour, danse, puisqu'on a voulu spécifiquement ce webinaire très pratique pour vous permettre en fait d'activer, d'avoir les clés pour faire votre dépôt de titre ou votre surtout votre renouvellement. Donc du coup, on va commencer par les enjeux et les risques qui sont accolés au renouvellement du titre RNCP. Ça va être Denis qui va nous présenter ça. Et aussi le fameux respect des 9 critères de renouvellement. Donc quels sont-ils et comment je m'assure de bien les respecter? Ensuite, on a Laetitia qui va nous informer sur les 4 grandes étapes du renouvellement RNCP. Et c'est là qu'il va falloir être costaud parce qu'en fait, elles sont primordiales et ça va être la clé de votre réussite. Et enfin, dernier point, zoom sur les enquêtes d'insertion professionnelle. On va vous donner notre méthode à nous, à Datalumni, pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer et voir si ça peut correspondre à vos besoins. Et enfin, évidemment, questions-réponses. C'est un webinaire qui est prévu pour durer 1 heure. Pas 1 minute de plus. Je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue et je passe du coup le micro à Denis et le partage d'écran à Laetitia. Voyez un peu l'organisation. Bien. Merci beaucoup, Laura. Alors, je n'ai pas encore le partage d'écran. On y est presque. Il me jette. Tu es animatrice et moi je vais fermer le micro pour ne pas éternuer de votre vous puisque j'ai un rhume.
Donc, du coup, hop, si je partage et que je le mets en plein écran, s'il vous plaît, confirmez-moi que c'est bon pour tout le monde. C'est parfait. C'est parfait, c'est bon pour tout le monde. Donc, du coup, je vais simplement rapidement prendre la parole. Merci, Laura, pour cette introduction, pour me présenter rapidement. Vous remercier, bien entendu, de votre présence à tous sur cette belle thématique du renouvellement du titre d'une certification professionnelle au RNCP. Et merci à Data Alumni pour l'initiative de ce super webinaire et de cette grande thématique, comme le disait Laura, qui fait perler quelques fronts. Donc, effectivement, cofondatrice de CIFEP Conseil, Laura nous a bien introduit. Denis nous reprécisera quelques éléments sur les missions du cabinet. Pour ma part, je suis donc Laetitia Mencarelli et au-delà d'être cofondatrice de CIFEP Conseil, je suis consultante en ingénierie de certification et qualité, bien entendu. Donc, voilà, je laisse la main à Denis, je la laisse se présenter et on se retrouve en partie 3 un petit peu plus tard. Merci Laetitia de cette présentation du cabinet. Merci à Data Alumni, merci à tous les présents. Donc pour ma part, je suis Denis Lotfi, donc je suis cofondateur. Donc on est 3 à l'initiative de la création de ce cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement au dépôt des certifications RNCP, mais également des certifications RS pour les personnes qui savent ce que c'est que le répertoire, la différence entre les 2 répertoires. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la thématique qui est en relation avec le renouvellement d'une certification RNCP. J'ai vu dans le chat qu'il y a certaines personnes qui ont le projet de dépôt aussi. Donc, putain, tu m'as fait peur, je t'ai pas vu. T'es con, faire ça. J'ai appuyé sur la porte, j'ai tiré la chasse, j'ai appuyé sur la poignée de la porte. Je ne pouvais pas faire plus bruyant. C'est les aléas du direct. Bon. Nous ne sommes pas plombiers, non, dans ce cabinet, mais voilà, on sait gérer la plomberie du RNCP. Laetitia, en étant haute, tu as la main pour fermer le micro des gens, si jamais. Voilà. Hop, effectivement. Alors, attends, excuse-moi, on a plus l'habitude de naviguer sur… Je crois qu'ils sont tous fermés. On peut laisser bon. continuer. C'est parfait, merci. Est-ce qu'on entend la cafetière peut-être dans pas longtemps? Pareil, on dépose du RNCP. Oui, non, mais c'est une plomberie qui est complexe aussi, le RNCP, c'est certain. Donc, je disais que j'ai vu aussi dans le chat que certaines personnes ont le projet de dépôt. Ce qu'ils vont entendre aujourd'hui servira tout de même aux personnes qui souhaitent déposer une certification, bien que la thématique se concentre sur les enjeux d'un renouvellement. Voilà, donc dans un premier lieu, donc avant de rentrer, bien entendu, dans la thématique, si tu peux dérouler la tête, pardon, merci. Donc, il s'agit de faire je vois pas, est-ce que vous voyez le… Ah oui, c'est bon, on voit bien, pardon. Oui. Donc, il s'agit en fait de faire un bref rappel en fait de ce que c'est que le RNCP, ce que c'est que France Compétences et d'où ça vient. Donc, tout est parti de la loi du 17 janvier 2002 qui a inscrit la France dans un chantier de correspondance de nomenclature par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire correspondre nos certifications françaises par rapport à l'échelle européenne, ce qu'on appelle la CEC. Donc, la loi de 2002 a donc la création de la CNCP, la Commission nationale des certifications professionnelles, qui avait donc la responsabilité d'établir et d'actualiser le RNCP. Donc, le RNCP pour Répertoire national des certifications professionnelles. Donc, la CNCP, cette commission, elle avait pour rôle donc de réguler, de mettre à jour et d'alimenter ce qu'on appelait à l'époque le répertoire, l'inventaire des certifications. Donc, la CNCP a forgé donc les premiers jalons qui ont permis à France Compétences aujourd'hui de mettre au centre de réflexion les problèmes liés aux certifications, aux intercertifications, aux équivalences. Donc, c'est toujours une problématique qui est de vigueur, c'est-à-dire faire correspondre des activités et blocs de compétences par rapport aux mêmes diplômes, mêmes certifications en France. Donc, différentes réformes, bien entendu, se sont succédées. Après 2002, on ne va pas s'arrêter sur chaque réforme, mais celle qui a marqué le tournant incontournable aujourd'hui et qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est celle de 2018 qui a permis donc, la création de France Compétences le 1er janvier 2019. Donc, France Compétences, c'est une institution qui est nationale, publique, qui est chargée de la régulation et du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Et d'ailleurs, dans France Compétences, vous allez retrouver toutes les certifications en France, donc à visée professionnelle. Donc, on va avoir 2 répertoires, le RNCP et puis le RS. RNCP pour les diplômes, les CQP, et puis le RS pour le répertoire spécifique. Donc, comment ça fonctionne? Donc, lorsque vous déposez une certification, il y a une commission qui donne un avis au directeur général de France Compétences pour motiver l'enregistrement de votre certification. Je parle de certification, je ne dis pas diplôme au titre, parce que les titres sont réservés, si vous voulez, au ministère du Travail. Et donc, l'idée, en fait, de cette commission, c'est de donner un avis soit à l'enregistrement, soit au refus de l'enregistrement, soit à réévaluer le niveau de certification, voire le nom de la certification. Donc, voilà un bref historique, en fait, d'où on est parti et à France Compétences. Donc, à présent, on va voir les enjeux et risques d'un renouvellement RNCP, bien qu'ils vont être précisés davantage par Laetitia. Donc, on a en premier lieu, le dossier, il est apprécié selon 3 principaux points. Donc, d'abord, la cible professionnelle. Est-ce que votre dossier, est-ce que vous êtes assuré que les besoins sur le marché de travail sont identifiés? Et comment vous les avez identifiés? En deuxième lieu, l'analyse de l'efficacité, c'est-à-dire une première analyse de l'efficacité et la nature de l'insertion découlant du projet pour mesurer l'impact de la certification par rapport aux trajectoires de vos titulaires, finalement. Et puis enfin, l'élaboration d'une démarche d'ingénierie. Et comment est-ce que vous avez pensé votre ingénierie de certification? Et lorsque je parle de ça, on parle évidemment des certifications et surtout de vos blocs de compétences, comment vous les avez réfléchis par rapport aux activités. Laetitia, tout à l'heure, vous précisera, et puis par rapport aux questions-réponses, on pourra revenir dessus. Il y a un point qui est très central dans ce webinaire, c'est le point 2. C'est l'implication dans le maintien de la certification des OF, donc OF, école, organisme de formation, partenaires. C'est-à-dire que la plupart du temps, on voit dans le paysage en France des certificateurs, des écoles qui ont une certification et qui, entre guillemets, la partagent. Entre guillemets, ils ont des partenaires comme lieu de préparation à la certification, préparation à l'évaluation, voire même certificateur. Donc là, le garant de cette certification, c'est vous en tant que certificateur. Donc, il convient de contrôler, d'avoir un rôle de contrôle, d'avoir un rôle de contrôle d'usage de la certification, de communication et de la manière dont il évalue en continu s'il y a des contrôles de formation. C'est-à-dire s'assurer que tous vos partenaires jouent le jeu à la fois dans la mise en œuvre de votre certification, les compétences, les activités, qu'ils mettent bien en place la VAE. Vous verrez plus tard l'importance avec Laetitia de la VAE. Et tout cela aussi par rapport à l'employabilité de ces formés, parce que c'est vous qui êtes le garant du devenir des certificateurs, enfin des certifiés de ces partenaires. C'est-à-dire que bien s'assurer que les prérequis sont respectés à l'intégration de ces formations et bien s'assurer que l'employabilité est bien mesurée par rapport aux échéances qui sont prévues par France Compétences. Et enfin, le troisième point qui est un enjeu qui est, à mon avis, c'est celui qui nous réunit avec Datalumni aujourd'hui, c'est la mise en place d'une démarche participative des formés. Laura vous le précisera tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une étude d'employabilité, lorsqu'on contacte les anciens certifiés, bien souvent, il y a un questionnement. Pourquoi vous m'appelez? Je ne suis pas au courant. Donc, une sensibilisation des formés dès l'intégration de la formation. Et le rôle surtout que jouent les formés dans le renouvellement de cette certification. Et il en va de la réputation de leur diplôme. Donc, ensuite, on va voir, lors de l'instruction de votre dossier, il est évalué selon 9 critères qu'on va voir donc, dans cette diapositive. Donc, la première chose que France Compétences évalue, c'est l'adéquation des postes occupés. C'est-à-dire l'adéquation des postes occupés par rapport au métier qui est visé par le projet de certification. Je donne un exemple, on ne peut pas avoir une certification, par exemple, de responsable commercial et qu'on se retrouve avec la majorité des certifiés occupant des postes d'assistants commerciaux, par exemple.
Donc là, il en va d'argumenter à France Compétences comment ça se fait que le diplôme visé ne correspond pas au poste occupé. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation qui soit motivée par vous et surtout argumentée et analysée au moins pour 2 promotions pour lesquelles les 2 promotions qui doivent être assez récentes quand même dans le temps, maximum 5 ans. Ensuite, le deuxième point, c'est l'impact du projet de certification en termes économiques et sociaux, c'est-à-dire l'impact du projet de certification en matière d'accès et de retour d'emploi. C'est-à-dire apprécier au moins 2 promotions des titulaires et comparer l'impact des certifications visant par rapport aux métiers similaires et proches de votre paysage de certification. Donc là, il faut qu'il y ait une vraie analyse qui est faite aussi de votre part dans votre dossier. Troisième point, la qualité du référentiel. On a 3 référentiels, référentiel d'activité, référentiel de compétences, référentiel d'évaluation. On viendra tout à l'heure avec Laetitia, il y a un ordre chronologique de création de référentiel. On ne peut pas commencer, bien évidemment, par les compétences, tant qu'on n'a pas défini toutes les activités et on a impliqué un certain nombre de parties prenantes. Et donc, en 4e point, c'est la mise en place des procédures de contrôle, c'est-à-dire la procédure de contrôle des modalités d'organisation des évaluations avec un règlement des examens pour garantir enfin à France Compétences que vous êtes garant du bon déroulement de certification. Laetitia reviendra en détail là-dessus tout à l'heure. 5e point, la prise en compte des contraintes réglementaires. Certains métiers sont réglementés. S'ils ne sont pas pris en compte dans la démarche d'ingénierie de votre dossier et de certification et de compétences, le dossier sera rejeté illico. Le 6e, c'est la voie d'accès avec la prise en compte de la VAE. Donc là, vous verrez aussi tout à l'heure avec Laetitia que la loi de 2002, la création de la VAE date de 2002. Donc, et d'ailleurs, dans le répertoire national des certifications professionnelles, vous verrez qu'en fait, on n'y trouve que les diplômes à visée professionnelle qui a visé emploi. On ne trouvera pas des diplômes qui ne visent pas un métier ou professionnel. Le 7e point, c'est la cohérence des blocs de compétences par rapport aux activités. Est-ce qu'on a toutes les compétences? Est-ce qu'on a toutes les activités? Comment ça a été réfléchi aussi? Comment vous avez réfléchi vos modalités d'évaluation au regard des compétences que vous avez écrites? Et les 2 derniers points qui sont regardés également, c'est, si vous voulez, la correspondance totale ou partielle avec d'autres certifications. Il faut qu'il y ait une vraie analyse qui est faite de votre part en faisant un inventaire des certifications existantes en France et faire la comparaison, l'analyse pour voir la plus-value, la différence et qu'est-ce qui fait que votre certification, demain répondra à un marché du travail et quelle différence il y a avec les autres certifications. Ça ne sert à rien d'aller aux compétences par compétences, mais s'arrêter peut-être aux activités, blocs de compétences pour aller plus vite. Et enfin, l'implication des commissions nationales de l'emploi, c'est impliquer quelles sont les parties prenantes que vous impliquez dans la rédaction de votre référentiel, surtout lors d'un renouvellement, mais aussi lors de la création, parce que quand on crée une certification, bien entendu, on ne peut pas la créer seul derrière un bureau, mais on implique un certain nombre de personnes que Laetitia nous détaillera par la suite et à qui je donne la main. Un grand merci, Denis. Donc, du coup, je reprends la main, effectivement, suite à la présentation des 9 critères observés par France Compétences, pour le dépôt d'un renouvellement d'une certification professionnelle. L'idée maintenant, c'est de vous expliquer un petit peu quelles sont les 4 grandes étapes de cette demande de renouvellement et notamment quelle est la temporalité de cette demande de renouvellement. Sur un premier point, on va être traité rapidement sur un deuxième, effectivement, un deuxième point des acteurs qui interviennent pour le renouvellement de la demande. Je viendrai préciser un petit peu ce critère 9 à ce moment-là. Pardon. Dans un troisième point, Denis vous a expliqué l'importance de la VAE, donc on va y revenir rapidement. Et dans un 4e point, bien entendu, on va reprendre vraiment de manière pratico-pratique, finalement, les 4 étapes de cette demande, en fait, de la réalisation de ce dossier de demande de renouvellement. N'hésitez pas
à intervenir dans le chat, comme vous l'a dit Laura, avec un certain nombre de questions, peut-être essayer des cas plus génériques pour que ça serve un petit peu à tout le monde, mais n'hésitez pas en tous les cas à alimenter ce forum pour que je puisse aussi un peu adapter les éléments aujourd'hui à vos besoins. Donc, pardon, une temporalité assez particulière en fait sur ces demandes de renouvellement. Le travail en fait, si je puis dire, de la demande de renouvellement finalement va en fait démarrer et ce à minima dès l'enregistrement initial. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déposé votre projet, on a parlé du suivi des cohortes et de l'insertion professionnelle. Il va vous falloir mener un travail de fond et ce, dès l'enregistrement de la certification à minima, si ce n'est dès la première promotion, suivre par un système de veille, par un système d'enquête de placement, d'enquête d'insertion professionnelle. Dans un premier temps, voilà, cette demande de renouvellement, tout ce système de veille et toute la contribution de ces acteurs dans cette demande de renouvellement va permettre en fait de réaliser, de créer les documents normés, formalisés par France Compétences qu'on verra dans la 4e partie, qui sont en fait finalement les documents qui vont vous permettre de prouver l'opportunité et la valeur d'usage du renouvellement de votre demande d'enregistrement de votre certification professionnelle. Les acteurs, j'ai vu qu'il y avait dans le chat différents profils qui sont effectivement pleinement concernés. Qui sont ces acteurs du renouvellement, de la demande de renouvellement? Eh bien, ce sont toutes les parties prenantes qui s'occupent de la certification, de la formation dans votre centre de formation, dans votre organisme. Responsable de formation, responsable pédagogique, jury, équipe pédagogique, service qualité, etc. Le responsable de la session d'examen, bien entendu, qui a un rôle fondamental à jouer, notamment dans les commissions d'harmonisation qui ont lieu à l'issue en fait, des sessions d'examen. Tout simplement, on évalue le dispositif et on s'assure, en fait, voilà, le rôle, bien entendu, de tous ces acteurs, c'est de s'assurer de l'adéquation des compétences de la certification visée par le renouvellement aux évolutions des métiers et des besoins en compétences du marché de l'emploi. D'où l'intérêt, bien entendu, dès l'enregistrement initial, de suivre vos promotions par des enquêtes pleinement construites avec un taux de 80% à minima de retour demandé par France Compétences. Donc, voilà un petit peu au niveau des acteurs. Vers qui se tourne-t-il pour réaliser cette veille, en fait, mesurer ces écarts, s'assurer en fait de la pertinence finalement du dispositif? Il se tourne vers des OPCO. Je pense que je ne suis pas vulgaire si je parle ainsi. Pour les personnes qui nous suivent, on va bien entendu se tourner également vers les observatoires métiers, les rapports de branche qui sont publiés annuellement et qui sont également des mines précieuses d'informations relatives à l'évolution des métiers et des compétences et qui vont donc pouvoir permettre une comparaison comment je dirais, efficace et performante voilà, des différentes évolutions du métier et de votre certification dans un second temps. Je voulais très rapidement porter à votre attention, on vous mettra un petit lien dans le chat en direction de la notice de France Compétences relative au handicap. On a effectivement un petit vadémécum qui est sorti en juillet 2022 qui concerne le RNCP et très prochainement le RS, pour ceux qui connaissent également, avec un accent mis de la part de France Compétences sur la prise en compte du handicap. Une prise en compte du handicap qui intervient en fait à deux niveaux. Le premier, c'est en fait l'idée de réfléchir à les aménagements du poste et de suivre les évolutions dès la rédaction des référentiels, en fait, simplement dès la création ou le renouvellement, bien sûr, du métier. Et dans un second temps, on va parler, bien entendu, de l'aménagement des examens, mais je vous en reparle un petit peu après. Ça concerne cette fois-ci le référentiel d'évaluation et les différents règlements qui sont inhérents, bien entendu. Donc, la VAE, voilà, on avait dit qu'on faisait un petit point de rappel sur la VAE. Denis vous en a parlé dès l'introduction et effectivement, l'idée à la base, c'est toutefois de permettre en fait la validation d'une certification par l'accès VAE. Je rappelle
à tous nos interlocuteurs, à tous les présents, que la voie d'accès par VAE est obligatoire à proposer par le certificateur. Ce n'est pas une option. Vous devez réfléchir, et là on parle de l'indicateur de la cohérence des blocs de compétences dont parlait Denis tout à l'heure. Vous devez réfléchir votre ingénierie de sorte à la confronter, bien entendu, aux voies d'accès VAE. Voilà, la VAE est en ce sens un excellent indicateur lors d'un renouvellement. Pourquoi ? On va en fait simplement comparer des situations professionnelles réelles mises en œuvre par un actif, et elles vont pouvoir, ces situations professionnelles et ses compétences, lors de la rédaction du dossier professionnel par le candidat, être mis en fait en confrontation finalement avec les blocs de compétences, et donc du coup votre démarche d'ingénierie et bien entendu confronté au mode d'évaluation de la certification. Donc, la VAE qui est vraiment fondamentale à penser dans votre projet de renouvellement. Je précise, pas d'accès VAE, très bien, c'est quelque chose qui s'analyse aussi. La non-réponse est également un indicateur et nécessite bien entendu d'être travaillé, d'être analysé et d'être justifié auprès de France Compétences. Voilà, donc ce n'est pas un problème, mais on le justifie bien entendu. Petit conseil pratico-pratique pour terminer sur cette partie de la VAE. Petit changement de procédure, vous retrouvez la notice en ligne et on vous mettra le lien s'il faut, il n'y a aucun problème pour celles et ceux qui seraient éventuellement habitués à déposer des projets d'enregistrement sur le site de France Compétences. Désormais, il vous faudra cocher la case accès VAE. Voilà, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et sans plus attendre, cette dernière partie qui, je pense, vous intéresse le plus tout un chacun, on est effectivement cette fois-ci sur les 4 grandes étapes du renouvellement, sachant que, bien entendu, vous l'aurez compris, tout est plus ou moins imbriqué et que tous les documents se construisent en fait finalement en synergie dans l'idée. Voilà. Toutefois, ce qui nous paraît fondamental en premier, c'est bien entendu, et c'est ce qui est demandé dans ce dossier de demande de renouvellement, d'apporter la preuve de l'opportunité et de la valeur d'usage de votre projet de renouvellement. Comment on s'y prend? Document technique qui a rédigé, qui se nomme vulgairement une note d'opportunité. Il doit déjà y avoir des projets, des gens qui ont déposé. Donc, ce document, je pense, vous est familier. C'est un bel exercice technique qui va nous demander de prouver l'opportunité de la demande de renouvellement. Et donc, du coup, on parle bien entendu de l'analyse des besoins en compétences du marché. Denis vous a parlé de l'adéquation des postes, du niveau de la certification. On va bien entendu aller comparer les compétences, les missions, les salaires, le type de poste, tout ce travail qui va bien entendu prouver également la valeur d'usage de votre projet de renouvellement. Je me permets de faire un tout petit point. Cette note d'opportunité est un travail relativement technique et dense à mettre en œuvre. Je ne peux pas aujourd'hui, de manière exhaustive, vous présenter les attendus de la note d'opportunité. Il nous faudrait passer bien plus de temps ensemble. Je peux éventuellement lancer une petite bouteille à la mer et envisager, pourquoi pas, si des pouces like dans le chat, un petit échange, un autre petit webinaire en compagnie de Datalumni. On pourra éventuellement, il sera beaucoup plus facile de vous montrer la place des enquêtes d'insertion dans ces preuves d'opportunité et de valeur d'usage. Voilà pour la note d'opportunité. Donc, on attend des petits pouces en ligne si c'est un futur sujet qui peut vous intéresser, et on pourra replacer encore au cœur de cette thématique l'importance des enquêtes de placement, des enquêtes de suivi de l'employabilité de vos certifiés. Très bien, donc une fois qu'on a eu mené tout ce travail d'opportunité et de valeur d'usage et ce travail de veille dont je parlais en continu, l'idée c'est bien entendu de venir mettre à jour les référentiels. Comment? Denis vous l'a dit, on ne le fait pas n'importe comment, il y a une certaine chronologie et effectivement, on va toujours commencer par modifier la partie référentielle activité et en la confrontant en fait
à toute l'étude qu'on aura préalablement menée grâce à la rédaction de la note d'opportunité et au suivi. Venir mettre à jour les compétences, les activités, si le besoin était, bien entendu, au regard des besoins des entités utilisatrices, c'est-à-dire en fait en besoin en recrutement sur le marché du travail. Sur le petit PowerPoint, vous voyez C3, C4, C5, C7. Je fais bien entendu référence aux 9 critères évoqués par Denis préalablement. Une fois, bien entendu, les activités mises à jour, les compétences, le référentiel de compétences est modifié en fonction des différentes activités, bien entendu. Et il paraît évidemment logique que le référentiel d'évaluation sera éventuellement amené à être modifié en fonction des activités, des compétences, puisqu'il s'agit bien de la mise en situation, l'évaluation. Et donc, je le rappelle, on les veut, ces situations d'évaluation, au plus proche des situations réelles, professionnelles, rencontrées par les certifiés dans leur vie quotidienne professionnelle. Donc, une fois ces référentiels étant mis à jour, bien entendu, on pourra passer sur la mise à jour des modalités d'évaluation. Denis vous en a parlé préalablement, pardon. Le but étant, bien entendu, de clarifier un maximum tous les éléments qui vont contribuer à organiser les sessions de certification. Voilà. Et dans un dernier point, bien entendu, on viendra donc mettre à jour ces modalités d'organisation d'évaluation. Et je le rappelle, l'accent mis par France Compétences sur la prise en compte du handicap, qui est désormais une obligation. Au jour d'aujourd'hui, si vous déposez un dossier de renouvellement sans la prise en compte de cette thématique, de cette caractéristique du handicap, c'est un rejet de facto. On peut éventuellement, bien entendu, réfléchir cette thématique du handicap. Je vous l'ai dit, dès la conception du référentiel d'activités et de compétences, et on réfléchit ensuite, bien entendu, à l'aménagement des examens. Alors, on est généralement sur du tiers-temps, sur la mise à disposition d'outils type RGAA, par exemple, le règlement général d'accessibilité universelle. Voilà, je me permets rapidement de vous rappeler que certaines professions, certains domaines d'activité sont bien plus concernés, en tous les cas, par la thématique du handicap. Je fais allusion, par exemple, à tout ce qui gravite autour de l'informatique, développement web, avec l'ergonomie des sites, etc. L'accessibilité universelle au numérique, le RGAA, qui doit clairement faire partie de votre demande de renouvellement, et bien entendu des métiers, des domaines d'activité type RH, et puis tout ce qui relève bien sûr de l'accueil sur un point de vente physique, un espace physique, téléphonique, ou sur un format distanciel. Je conclurai simplement, avant de donner la main à Laura, en vous expliquant encore une fois, je pense que vous l'avez compris, finalement la pierre angulaire en fait de cette demande de renouvellement, c'est finalement le suivi de vos promotions, de vos cohortes, avec les différentes enquêtes d'insertion professionnelle qui vont permettre d'apporter la preuve de l'opportunité et de la valeur d'usage, qui grâce à ce travail va permettre de mettre à jour nos référentiels en comprenant vraiment bien quelles sont les activités menées, etc. J'attire votre attention sur un élément primordial. France Compétences, pour mesurer l'employabilité, se base sur 2 taux, à savoir le taux d'insertion global du certifié et le taux d'insertion dans les métiers visés. Donc, ces enquêtes, elles ne doivent pas être construites n'importe comment, elles doivent clairement être réfléchies, de sorte à s'assurer de recueillir les données qui sont vraiment celles qui sont exploitées par France Compétences. Voilà, tout finalement le champ, le cœur de métier de Datalumni, à qui je laisse volontiers la main pour prendre la relève, avec un grand merci. Merci Laetitia. J'espère que vous étiez tous accrochés et que vous avez pu accueillir toutes ces infos. C'est hyper précieux. Alors, on est bien conscient que ça fait beaucoup à entretenir. Et en fait, le but, c'était aussi de poser quelques bases. Et après, je vous ai mis les mails de Laetitia et Denis pour, si vous avez des questions ultérieures, voir avec eux. Est-ce que tu peux me redonner le contrôle de la présentation? Moi, je fais ça. Voilà, je t'en prie.
Alors, je vous repartage mon écran pour terminer sur la partie enquête insertion professionnelle. Donc, comme l'a dit Laetitia et Denis, l'une des éléments clés phares vraiment de ce renouvellement de titre, c'est que vous devez venir prouver que vous avez inséré au métier, au salaire que vous avez promis. Bon, je fais un gros raccourci, mais globalement, c'est vraiment l'idée. Vous avez fait un référentiel en disant que vos diplômés, ils allaient finir directeur commercial. Je reprends notre exemple de tout à l'heure, Denis. Voilà, il faut prouver qu'ils sont devenus directeur commercial et pas assistant commercial. Et s'ils sont devenus assistants commerciaux, bon, bah, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, il va falloir prendre des mesures peut-être pour se positionner sur un autre titre ou renouveler un petit peu différemment. Au niveau des enquêtes, les éléments demandés par France Compétences, ils sont de différentes timelines. On demande ce qu'ils ont fait avant. Et ça, c'est important que vous... Normalement, c'est des infos que vous devriez avoir quand ils deviennent étudiants. Voilà, moi, quand je récupère des enquêtes, ce que je vois, c'est que souvent, on n'a pas la situation d'avant, alors qu'à mon avis, c'est quelque part dans les méandres des documents des écoles. Donc, c'est bien de penser équipe, réflexion commune sur ça, parce qu'on va leur demander quelle était leur situation avant de rejoindre le parcours. Donc, est-ce qu'ils étaient en emploi, en formation, quel emploi, CDI, CDD, est-ce que c'était un boulot étudiant, etc. Et on va leur demander par quelle voie d'accès ils ont fait le diplôme. Est-ce que c'était un apprentissage, une professionnalisation? C'est pareil, ça, c'est des données que normalement, vous devriez collecter et conserver dès l'inscription de l'étudiant. Parce que pour avoir, moi, le côté, je demande à l'étudiant s'il était inscrit en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Honnêtement, il ne sait pas. Il ne sait plus. À 2 ans, il ne sait pas vraiment ce que c'est la différence. Donc, c'est mieux que vous collectiez, vous, cette info pour ne pas avoir à lui demander. Ensuite, on va lui demander ce qu'il a fait à 6 mois après sa diplomation. Donc là, c'est là qu'on va venir voir l'insertion professionnelle post-diplomation à 12 mois et à 24 mois pour voir si ça crée des évolutions professionnelles aussi au fil du temps. Pour faire ça, France Compétences, il vous donne un tableau que certainement la plupart d'entre vous ont déjà vu, ce joli tableau sur lequel nous, à Datalumni, on passe des nuits entières. Donc, vous voyez, il y a les informations générales. Ça, c'est plutôt les parties avant d'entrer à la formation. Quel était leur dernier diplôme, la voie d'accès, quel était leur emploi à 6 mois, quel était leur emploi actuel, puisqu'en fait, on fait 6 mois actuels, 12 mois actuels, 24 mois actuels en fonction des moments où vous envoyez vos enquêtes. Un point vraiment primordial sur lequel j'insiste sur les enquêtes d'insertion, c'est que vous avez beau... en fait, la clé pour réussir des enquêtes d'insertion professionnelle, c'est de marteler dans la tête de vos étudiants qu'ils vont être audités suite à leur diplomation et qu'ils sont obligés de répondre. Sous-entendu, moi, quand je fais des appels, je me rends compte que je dirais que les 2 tiers, alors soit c'est de la mauvaise volonté et ils ont oublié, les 2 tiers ne savent pas pourquoi on les appelle. Ils ne savent pas à quoi ça sert, ils trouvent que les questions sont hyper intrusives. Et en fait, ça, c'est vraiment un pont qui doit être fait entre les équipes administratives qualité et la pédagogie, qui est de leur dire, en fait, vous allez recevoir des enquêtes et vous êtes obligés de répondre parce que si vous ne répondez pas, l'école perd le droit d'enseigner ce diplôme, tout simplement. Et du coup, vous ne pourrez plus vraiment dire, j'ai fait le master marketing digital de telle école, parce qu'en fait, il n'existera plus. Donc, c'est aussi eux, en fait, qui vont venir. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre par rapport aux étudiants, c'est bien de leur expliquer que c'est à eux qui vont porter préjudice s'ils répondent, enfin, par ricochet, s'ils ne répondent pas. Donc, c'est important vraiment de leur dire que maintenant qu'ils ont rejoint votre école, entre guillemets, il faut absolument qu'ils fassent tout en œuvre pour que l'école soit la plus reconnue possible. Voilà, c'est un peu comme ça que font ESSEC, HEC. Quand la conférence des grandes écoles leur envoie les questionnaires, ils ont des taux de réponse hyper élevés parce qu'on leur a martelé que sans réponse, l'école allait perdre en réputation. Et du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment important de leur dire, de leur répéter pour qu'il n'y ait plus, déjà quand ils reçoivent le mail, ils ne soient pas étonnés et que quand on les appelle, ils répondent. Et puis, vous pouvez me leur montrer le questionnaire, aussi expliquer que c'est une démarche qui est nationale, que ce n'est pas vous qui allez utiliser leurs statistiques pour faire je ne sais quoi. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi le premier point de départ de toutes les enquêtes, c'est vraiment d'avoir ce côté pédagogie où j'apprends aux élèves qu'ils vont être audités. Nous, sur la plateforme, donc en fait, on a 2 façons d'agir sur les parties enquête d'insertion professionnelle. On a nos clients
Donc, chez nos clients, on a ces fameuses portes d'entrée. Quand quelqu'un rentre sur la plateforme, il va saisir son insertion à 6, 12, 24 mois en fonction de l'année de diplomation de ce dernier. Et puis, pareil, quand il saisit des informations sur son profil, on va lui dire est-ce que ça, c'est l'info à 6 mois, à 12 mois ou à 24 mois. Donc, en fait, ça fait des tags et ça se répercute comme ça. Donc, c'est assez pratique et ça marche bien pour nos clients, en tout cas pour ceux qui répondent par les mails. Et après, pour tous nos autres clients, donc il y a aussi des clients qui sont hors plateforme, on pratique la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'au tout début, on va faire 3 emails, avec nos mots pour essayer de parler à la nouvelle génération, l'inciter à répondre. Ensuite, on va passer par le message LinkedIn. Donc, en fait, on va utiliser LinkedIn avec certains outils de marketing automation pour envoyer des messages en masse à vos cibles pour leur demander de répondre au questionnaire. Donc, on a à peu près, je dirais, 15% de réponses sur les mailings, 15-20, 20% sur les messages LinkedIn. Et ensuite, une fois que c'est fait, on passe à la phase d'enquête appel téléphonique où, voilà, vous voyez, du coup, il y a toujours ces 50% qu'il faut appeler. Et là, on fait chez nous une facturation au résultat parce que ça dépend énormément de la base, de ce qu'il y a. Et enfin, dernière étape, si vraiment on n'a prévenu personne, on va aller extraire ces informations tout en prévenant la personne qu'on a extrait ces informations à des fins d'obligation légale et qui peuvent rectifier, modifier, s'opposer. Ce qui nous permet d'obtenir 80% de réponses. Donc, c'est un travail très minutieux. Je rebondis sur ce que tu disais, Laetitia et Denis, il y a la pédagogie vraiment. En fait, il faut que vos étudiants, ce soient vos partenaires dans ces enquêtes, parce que si ils ne le sont pas, vous allez, en fait, vous dépendez complètement d'eux pour ce renouvellement. Donc, il faut vraiment que vous les appliquiez en tant que partie prenante et il faut que vous vous y preniez en avance, il faut que ça soit rodé. Il ne faut pas que vous nous appeliez 2 mois avant la date butoir du renouvellement de votre titre pour auditer 3 promotions. Voilà, ça, c'est vraiment un cheminement qui doit être fait en continu, en fait, ce travail, pour que vous ne soyez jamais en situation de stress et que vous puissiez... il y a forcément une phase d'appel dans les enquêtes. À part si vous êtes super fort et dans ce cas-là, il faut absolument nous donner votre secret, mais il faut l'anticiper aussi, cette phase d'appel, parce qu'elle prend du temps et elle demande à être bien prise en main. J'ai fini ma présentation. Merci à tous d'être venus. On va passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attendez, j'arrête le partage. Hop. Il y a pas mal de petits commentaires. Tac, tac, tac. Est-ce que dans le tableau des enquêtes, il faut obligatoirement remplir 6 mois et 12 mois? C'est écrit facultatif entre parenthèses. Il y a Kathleen qui pose la question. Est-ce que Laetitia ou Denis, je vais remettre le tableau, vous avez envie de répondre? Je crois qu'on a déjà répondu dans le chat, mais oui, en effet, c'est écrit facultatif, mais ça peut permettre d'apprécier comme quelqu'un a répondu dans le chat, de démontrer en fait l'évolution du poste, parce qu'à l'issue d'une formation, on peut ne pas avoir le niveau pour occuper un poste à responsabilité, néanmoins quelques mois après ou voilà, on peut évoluer, donc ça peut démontrer. Et puis ça permet aussi de démontrer le sérieux de vos enquêtes, qu'elles sont qualitatives et qu'elles sont suivies, à mon sens. Très bien. Et moi, j'avais une petite question également. Peut-être faire un petit retour en arrière. Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce qu'on fait un référentiel? Bon, bah, c'est une robinetterie complexe. Tu peux prendre la main, Denis. Comment est-ce qu'on fait un référentiel? Beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est un travail technique. Toutefois, je pense que si je parle de l'écriture en compétence, je ne choquerai personne. Pardon. Donc, bien entendu, en amont, avec nos enquêtes, on aura fait le travail nécessaire pour aller vérifier et réécrire les compétences en fonction des besoins et des écarts qui ont été identifiés. Le but de ce travail de demande de renouvellement, c'est bien entendu de montrer qu'on maîtrise les évolutions métiers et notre certification et qu'on y apporte les réponses. Donc, un référentiel, c'est une trame
forme formalisée avec effectivement, on ne parle pas finalement de la rédaction d'un référentiel, mais la rédaction des référentiels, puisque nous avons un référentiel d'activité suivi d'un référentiel de compétences et suivi, bien entendu, d'un référentiel d'évaluation, les trois étant tout à fait intrinsèquement liés. Donc, l'idée plutôt pour France Compétences, en fait, c'est d'abord de rédiger le référentiel d'activité et avec une lecture en colonne sur ce fameux fichier, cette fameuse trame. On pourra vous en mettre une vierge dans le chat, vous la retrouvez de toute façon, cette trame, dans les notices de France Compétences et dans des webinaires qui sont en ligne disponibles sur YouTube. Voilà, donc l'idée effectivement de s'assurer dans cette première rubrique de référentiel d'activité qu'on arrive à retracer le métier et à bien le cerner, qu'il ne manque absolument aucune partie dans un premier temps. Ensuite, on s'attachera à la rédaction des compétences qui sont utiles à la mise en œuvre des activités. Et enfin, comment est-ce qu'on évalue tout ça? Qu'est-ce qu'un jury est censé évaluer, mesurer? Et on est cette fois-ci sur les critères d'évaluation qui sont bien entendu observables et mesurables pour un jury. Voilà, et qu'on retrouve ensuite dans une grille d'évaluation, bien entendu, en fonction des modalités des épreuves. Je ne sais pas si je peux apporter autre chose ou si ça répond. Pour compléter ce que tu viens de dire, Laetitia, c'est que il est important en fait selon moi, de ne modifier le référentiel des compétences qu'une fois qu'on sait ce qu'ils sont devenus nos promos. C'est-à-dire que si je fais l'inverse, je risque d'avoir anticipé des compétences qui sont finalement plus en adéquation avec les emplois occupés. Et autre point, il y a une question qui a été posée en disant qu'il était en fait peut être perçu négatif l'enquête à 2 ans parce qu'il peut y avoir un turnover. Oui, jusqu'à aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il y a une loi qui est à venir, en fait, une réforme à venir, qui va prévoir, donc selon les tuyaux que l'on a, que tous les certifiés devront, donc je parlerai au futur, être déclarés à la Caisse des dépôts et à France Compétences. Donc du coup, on n'aura même plus à se questionner quelle est la promotion que je dois déclarer ou pas. Donc tout passera par les tuyaux de Caisse des dépôts et France Compétences. Et effectivement, on est d'accord, France Compétences met en lien vos procès-verbaux et les enquêtes, les données qui sont recueillies dans les enquêtes, hein, bien sûr. Voilà. Et j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas mes 80% de retour? Alors évidemment, 80%, c'est un chiffre qu'on entend partout, mais aujourd'hui, si vous arrivez à argumenter avec 69-70% que par rapport à un métier où on trouve des difficultés, par rapport à une région, à un département, il y a beaucoup, le contexte, il compte beaucoup en fait dans l'employabilité. À vous d'imaginer comment argumenter et motiver votre employabilité. Et ce qui est vrai à Marseille ne peut pas l'être en Hauts-de-France et ne peut pas l'être à l'Ouest. Donc, vraiment, ça dépend du contexte, du lieu, de l'employabilité. Et de la transparence du centre de formation, bien entendu. Je répète, les procès-verbaux sont mis en lien, vos procès-verbaux sont mis en lien avec l'analyse des promotions et les données collectées. Plus vous êtes transparent, mieux ça fonctionne. Maintenant, au-delà, ce qu'on peut se dire, si vous souhaitez un seuil en deçà duquel c'est impossible, disons, d'enregistrer un projet de renouvellement, en dessous des 65%, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. On n'est pas à 2-3 certifiés près, mais voilà, en deçà, c'est pas tellement la peine d'envisager un projet de renouvellement. Oui, et un dernier conseil quand même à considérer, c'est que si vous êtes une école partenaire qui utilise une certification de quelqu'un d'autre, attention à la propriété intellectuelle. Vous ne pourrez pas utiliser ces promotions dans vos calculs de promo. Donc ça, c'est interdit, sauf si l'école ou le centre de formation en question vous cède les droits et la propriété intellectuelle de ces promotions. Et là, France Compétences vous demandera un document justifiant cette cession de propriété. Et il y a Christine de la CCI qui nous pose une question. Quid de la poursuite d'études? J'imagine que c'est, Christine, vous faites référence à ces licences pro qui, en fait, pour la plupart, les jeunes maintenant continuent quand même vers des masters. Comment est-ce que ça se passe? Il est vrai que les certifications à France Compétences, ils ont une visée professionnelle.
Moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu à motiver ça avant France Compétences d'un bac+3 qui n'ont pas pu être insérés à l'emploi parce que j'ai justifié de leur alternance en continuité pour viser un titre plus haut. Ça se motive. Mais vous ne pouvez pas faire sur toutes les promos, mais c'est vrai que toutes les certifications sont à visée professionnelle. Ça, il faut le garder à l'esprit. Et, qu'est-ce qui se passe il y a Mathilde, mais qui n'est pas Mathilde, qui pose. En cas de refus de renouvellement de la certification, quel est le délai sous lequel on peut présenter un nouveau dossier? En fait, il n'y a aucun délai. Vous pouvez le déposer le lendemain si Pas vous de avez une délai de force de frappe. carence. Si vous avez une force de frappe. Mais par contre, chaque dossier va faire l'objet d'un nouveau numéro de dossier de dépôt. Donc, on ne peut pas avoir la main tout de suite. Donc, une fois qu'on a le refus, ça veut dire que vous avez reçu le document de France Compétences vous notifiant le refus et les critères de refus. Donc, normalement, vous devez les prendre en compte avant un dépôt, hein, et considérer les critères selon lesquels vous avez été rejeté. Et à croire que c'est moi qui ai plein de questions. J'en profite. Qu'est-ce qui se passe quand, en fait, mon titre, il s'appelle manager, directeur commercial. Et en fait, on regarde les études d'enquête et je me rends compte que mes diplômés, ils sont plutôt assistants commerciaux plutôt que directeurs. Qu'est-ce que... Il y a deux choses possibles. Soit le dossier est instruit de la sorte et on ne vous dit rien, chose qui m'étonnerait beaucoup, mais ou soit, soit c'est l'école qui va anticiper en fait le nom du titre, en fait, le nom de votre certification. On peut le changer lors d'un renouvellement en motivant, en disant, on se rend compte finalement que ce qu'on a écrit ne correspond pas au marché du travail, mais plutôt ces compétences-là, elles correspondent bien à ces métiers-là. Après, reste à prouver que les salaires que touchent ces personnes correspondent bien aux fiches métiers et que, en sortie de formation, je dirais pas d'études, mais de formation, il faut un temps pour que les personnes puissent évoluer dans leur poste de travail. Et ça arrive souvent, notamment dans les ressources humaines, on le voit très bien. On ne peut pas être DRH après un master. Hein. Il faut bien des années pour devenir directeur de ressources humaines. Hein. Et pourtant, il y a quand même des masters qui s'appellent directeur de ressources humaines. Alors, Ça a changé. Maintenant, on les non, appelle spécialistes ressources humaines. je dirais des managers, je dirais. Je dirais des managers et il faut faire le distinguo entre master qui appartient à l'enseignement supérieur, sans le E et l'accent. Et là, on n'est pas dans une visée professionnelle pour la plupart et ils ne visent pas forcément l'employabilité à la fin. Et les masters, hein, qu'on utilise, hein, on emprunte ce mot pour désigner le niveau d'études, qui, lui, il a une finalité professionnelle. Et il faut, à un moment donné, justifier de ce titre. Si je dis qu'il est directeur de ressources humaines, il faut que dans mes promos, j'ai des directeurs. Si j'en ai pas, c'est qu'on a un problème. Donc, à mon avis, anticipez le nom de votre certification lors du renouvellement au regard des emplois occupés de vos certifiés. Il faut l'anticiper. Ouais. Et ce que je disais un peu tout à l'heure avant qu'on parle, c'était de se dire que c'est souvent le premier renouvellement qui fait un petit peu, enfin qui fait mal, qui fait hyper mal parce que on a peu de recul avant. Enfin, vous avez quand même le recul parce qu'avant de déposer le titre, vous devez avoir de l'arriéré, etc. Mais c'est vrai que c'est le premier renouvellement qui vient un petit peu vous chambouler. Mais une fois que celui-ci est passé, normalement, vous arriverez à avoir une méthode plus facile pour prévoir l'avenir. Pour rassurer l'auditoire, c'est que en fait, il y a moins de refus dans les dossiers RNCP lorsqu'ils sont faits sérieusement. Il y a souvent on redonne souvent la main sur un dossier quand on voit que tout est bien fait, que tout a été pensé, que tous les critères ont été respectés. Souvent, les instructeurs, parce qu'il y a un enjeu énorme. Quand vous avez un diplôme d'ouvert, vous avez des promotions qui sont en alternance et qui sont en emploi. Si demain, vous perdez vos certifications, il va falloir leur assurer quand même un diplôme à ces personnes, même si les personnes qui ont déjà contractualisé, ils peuvent passer le diplôme s'il existe, mais pour un premier dépôt, par exemple, ça peut être problématique. Très bien. Écoutez, si vous avez plus de questions, et je pense qu'on va bientôt se quitter. Donc, c'est le moment d'une dernière question. Dans tous les cas, je vous remets les contacts de Denis, Laetitia et moi-même si vous avez besoin d'aller plus loin.
Voilà, souhaite regrouper. Notre expertise métier et des activités peut faire l'objet d'un retour mitigé des FC quant au bloc de compétences qu'FC souhaite regrouper, comment on gère. Voilà. Donc, on pourra aller plus loin. Je vous conseille de prendre rendez-vous avec nos experts dont c'est le métier et qui pourront vous accompagner plus en détail. Je vous envoie le replay du webinaire ainsi que la présentation qu'on avait aujourd'hui. Il y a plein de liens, il y a plein de contenus. Merci à tous de votre présence. J'étais ravie de vous rencontrer, revoir pour la plupart. Et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez appris plein de choses et j'espère vous revoir sur un autre webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.